Madame, mademoiselle, monsieur, ce vendredi 27 décembre, nous sommes dans la dernière ligne droite. La campagne de dons pour que TV Liberté vive en 2020 se poursuit. Mais malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'y sommes pas. Alors, disons-le clairement, c'est cette fin de semaine que tout se joue pour TV Liberté. De votre mobilisation dépend l'avenir de votre chaîne alternative. Face à la censure, face aux menaces, face aux lois injustes qui privent les Français de leur liberté d'opinion et d'expression, TV Liberté a réussi le pari de desserrer le carcan imposé par la bien-pensance et par le politiquement correct. Nous avons ouvert les yeux à des dizaines de milliers de nos compatriotes. Tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est mon sentiment. J'espère que c'est aussi le vôtre. Alors, je vous lance cet appel avec la plus grande des vigueurs. Défendez vos idées en faisant un don à TV Liberté. C'est crucial. Aidez-nous maintenant, ensemble, pour que nous soyons solides. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors cet immédiat est diffusé vendredi exceptionnellement, des aléas des jours de fête, mais on est là et Jean-Yves c'est l'essentiel finalement. Continuité du service public. Voilà. De réinformation. La réinformation. Noël 31, les médias veulent gâcher la fête. Critique contre la bûche de Noël, contre le foie gras ou encore contre le kilométrage parcouru par les familles qui se retrouvent pour les fêtes. Les médias ont rivalisé d'ingéniosité pour gâcher la fête. Le réalisateur des Misérables, film adoré par Macron, condamné en 2012 pour complicité d'enlèvement et séquestration. De la propagande ethnomasochiste à destination des jeunes Français sur le service public, ou encore un sondage truqué sur LCI, la semaine médiatique a été chargée. Colonisation, retraite, Macron sur tous les fronts médiatiques, ou presque. Un jour, il annonce modifier le régime de retraite présidentielle, l'autre, il assène que la colonisation a été une faute. Emmanuel Macron était une nouvelle fois partout, sauf lors des vœux de Noël. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine, Jean-Yves, et cette image, c'est celle de Boris Johnson qui récite l'Iliade en grec ancien. Boris Johnson, c'est un populiste, mais c'est un populiste qui est issu de la haute classe britannique. Et la haute classe britannique, c'est quoi ? C'est le collège d'Eton, c'est Oxford, et c'est la maîtrise du latin et du grec, des choses qui se sont un peu perdues aujourd'hui, mais qu'il maîtrise encore manifestement. Et c'est un bel exercice qu'il a fait là, en lisant, en citant, en chantant le début de l'Iliade. Alors c'est un exercice qui n'a pas convaincu tout le monde, et notamment certains journalistes français, Jean-Yves, par exemple Jean Quatremer, qui déclare « Il semble que ce soit n'importe quoi la manière dont il déclame l'Iliade ». Alors en fait, ça repose sur le tweet d'une grecque qui déclarait que, en tant que grec et que personne ayant étudié le grec ancien au lycée, eh bien, ça lui paraissait absolument n'importe quoi. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Oxford et le lycée, c'est pas tout à fait le même niveau. Et puis peut-être qu'il y a un peu d'accent anglais dans le grec. C'est pas impossible. Oui, surtout qu'on a vu une vidéo qui comparative où en fait on entend Boris Johnson qui déclame et on voit à côté quelqu'un qui pointe du stylo les passages et ça correspond parfaitement. Et il y a juste 2 ou 3 lignes qui sont sautées. Bon, sur 2 pages de déclamation, c'est quand même
C'est pas mal, c'est pas mal. Correct. Tous ceux qui le critiquent sont certainement incapables d'en faire autant. Moi, j'ai fait 6 ans de latin, je suis pas capable de chanter l'Énéide, donc moi, je salue la performance de Boris Johnson. Et tant pis pour Jean Quatremer qui n'a pas l'air de l'apprécier. Passons au premier sujet. Noël 31, les médias veulent gâcher la fête. Les médias ont donc décidé de gâcher quelque peu les fêtes de fin d'année, Noël et le 31 décembre. On commence avec France Culture qui nous ressort un article de 2015. Face à l'accumulation, n'éprouvez-vous pas un certain malaise? Voici quelques pistes pour célébrer Noël autrement. Et bien dans cet article fourre-tout, on retrouve par exemple une charge contre le sapin de Noël, même naturel, et avec les journalistes de France Culture qui préconisent pour un Noël plus écolo et décroissant de créer son sapin soi-même à base de carton recyclé, de livres ou de tringles à rideaux. Alors, Jean-Yves, je ne sais pas si vous avez fait votre sapin en tringle à rideau, mais... Bah non, le sapin, un beau Nordman, voilà. Le sapin, c'est toujours vert parce que c'est la vie qui revient avec la nativité et le solstice d'hiver. Alors, si on met des cartons, on perd tout à fait le sens de cela. C'est spécial quand même. Ouais. Dans cet article de France Culture, toujours, un rappel que les cadeaux indésirables représentent un gâchis indécent. Et enfin, un entretien avec un psychanalyste, Christophe Perrault, qui déclare qu'en janvier, beaucoup de ses patients vont lui parler de cette fête et ce qu'elle a remué en eux, Jean-Yves, donc un psychanalyste qui n'est pas fanatique de Noël, a priori. Bah, le psychanalyste, a priori, il voit les gens malades. Alors, c'est vrai que Noël, peut-être, peut remuer un certain nombre de souvenirs, oui. Mais il y a sûrement aussi de beaux souvenirs, de bons souvenirs. Il peut y en avoir de moins bons, peut-être, oui. Et le psychanalyste, évidemment, il voit plutôt les gens malades. Donc, on a une vision pathologique des choses, quoi. Voilà. Mais ça fait partie de la déconstruction générale. On déconstruit tout. Bah oui, il faut déconstruire les fêtes aussi. Les fêtes traditionnelles, les fêtes chrétiennes, les fêtes européennes, il faut les déconstruire, voilà. Alors, même propagande du côté de Brut, qui réalise une vidéo sur le coût écologique de Noël, une vidéo qui pointe du doigt les kilomètres parcourus pour rejoindre sa famille, le coût écologique des cadeaux et des lumières de Noël aussi, la question du sapin, etc. Donc Brut sur la même ligne que France Culture. Alors là, on utilise l'écologie comme moyen de déconstruction. L'écologie, ça correspond à un vrai souci d'ailleurs. Mais là, c'est utilisé à des fins de propagande. Alors on revient sur France Culture avec cet édito de Guillaume Erner. Noël est la plus politique des fêtes, édito dans lequel il déclare « Noël, c'est tout d'abord la fête du pouvoir d'achat avec l'obligation de recevoir un cadeau et donc d'en offrir un aussi ». Et il déclare « Pourquoi ne pas choisir la décroissance ?» Alors Jean-Yves, on voit que le ton de Guillaume Erner, il est un petit peu ironique quand même. On sent qu'il essaie de critiquer le politiquement correct. Ouais, mais critiquer le politiquement correct à France Culture, c'est dangereux quand même. Alors il distille un petit peu d'ironie, mais on ne sait pas si c'est du premier ou du second degré. Donc voilà. Ça tombe un peu. C'est du lard ou du cochon, je ne sais pas. Ah, ça montre bien que pour s'opposer à la folie médiatique anti-Noël, il faut être solidement structuré, ce qui n'est pas forcément le cas de Guillaume Erner, qui n'a pas envie, à mon avis, de fâcher ses collègues à la radio. Il n'a pas envie de perdre son emploi, c'est humain, il a des enfants à nourrir peut-être, Ouais, des cadeaux à mettre dans le sapin, je ne sais pas, moi. Ouais, il faut se placer, il faut comprendre. Alors il n'y a pas que France Culture qui est touché, puisque Pascal Richer, qui est journaliste, déclare sur Twitter « Déconstruisons Noël, il n'en reste plus rien. Jésus n'est pas né en 0 et pas à Bethléem, il n'est pas né en décembre, la dinde vient d'Amérique. Le Père Noël est un saint relooké par Coca-Cola. » Jean-Yves, que dire de ce tweet de Pascal Richer? C'est un petit peu abusif. Enfin, le Père Noël, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il est arrivé au 19e siècle. Enfin, il est arrivé quand même avant Coca-Cola. Le sapin, c'est une fête très ancienne, Noël. C'est une fête très, très ancienne. C'est la fête de la nativité dans la religion catholique. Avant, c'était la fête du solstice d'hiver dans les anciennes religions européennes. C'est très ancien comme fête. Et ça évolue. Donc il y a des choses qui ont pu... Le Père Noël, c'est pas très ancien, ça remonte jamais qu'à 2 siècles. Le sapin, ça n'a pas toujours été là dans la forme actuelle, mais ça remonte aussi à plusieurs siècles. Donc c'est quand même une tradition évolutive, mais solidement enracinée dans plusieurs millénaires. Et ces zigotos de France Culture, du Nouvel Observateur, ils veulent déconstruire ça comme le reste. Oui, parce que Pascal Richer, c'est le directeur adjoint de la rédaction de l'Obs. Donc c'est pas... Alors respect, Ouais. Groupe Le Monde, Monsieur Niel... Attention.
Alors, autre média qui s'attaque à la déconstruction des fêtes, eh bien c'est Télérama qui déclare « Faut-il encore manger de la bûche de Noël en 2019 ?» Et Le Parisien s'y met aussi avec son article « Peut-on encore manger du foie gras pour les fêtes ?» Un article qui est tout simplement à la une de l'édition du 24 décembre. Donc c'est pas n'importe quoi, un article qui est à la une du Parisien. Oui, alors je voudrais dire, faut-il manger du foie gras à Noël, à la une du Parisien, le journal dont le propriétaire est M. Bernard Arnault, 3e fortune mondiale. Peut-être même première selon les calculs. même Première, et qui se pose la question, est-ce que les pauvres peuvent manger du foie gras voilà. Puis les pauvres, ça commence très vite avec M. Arnault. C'est d'une indécence rare. Alors, il y a aussi quand même la volonté de casser une fête en dehors de... C'est la plus grande fête française, Noël, ouais. Où les gens se retrouvent, où les familles se retrouvent. Mais c'est une fête de l'entre-soi, finalement. Et donc, il faut casser ça. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Jean-Yves, puisque Noël, c'est la fête de l'espérance, de la joie. Eh bien, voilà qu'il y a un petit cadeau de Noël à tous les spectateurs. C'est cet entretien de Léa Salamé, accordé à la vie, dans lequel elle déclare « Jésus met un guide, une boussole, un repère, une aide, un ami, une conscience, une consolation et une protection. Lorsque j'aborde ce sujet, je retourne en enfance. Oui, la foi est la dernière chose qui me reste de ce temps. » C'est beau. C'est assez beau. Alors, Léa Salamé, c'est une bonne journaliste, politiquement correcte, mais c'est une bonne journaliste, il faut aussi savoir le reconnaître. C'est une chrétienne d'Orient. Et donc, elle a un rapport elle vient du Liban. Au christianisme qui est sans doute plus fort, parce qu'il a été plus conflictuel, il est plus conflictuel que celui qu'on peut avoir, encore qu'on va bientôt avoir un rapport conflictuel. Oui, on l'a quasiment déjà. Mais pour elle, c'est évidemment quelque chose d'important. Bon, elle le dit, c'est plutôt bien. Ouais, c'est un bel entretien. Un petit coup de chapeau. Ouais. Voilà, comme quoi on accorde des coups de chapeau. Elle est politiquement correcte. Bah oui, personne n'est parfait. Mais il y a des côtés... Mais religieusement incorrects, en quelque sorte. Peut-être bientôt sur les plateaux avec Charles Dornelas, à parler religion, ça pourrait être intéressant. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, on va parler de Lajli, le réalisateur des Misérables, ce film adoré par Emmanuel Macron et qui représentera la France aux Oscars. Et ce réalisateur, Causeur l'a révélé récemment, il a été condamné pour complicité d'enlèvement et séquestration en 2012. Les faits remontent à janvier 2009. À Clichy-Montfermeil, un ami du futur réalisateur découvre que sa sœur entretient une relation hors mariage, une transgression qui doit être sévèrement punie, note Causeur. Ils se rendent donc au domicile de l'amant, le frappent, l'enferment dans le coffre de la voiture, vont ensuite chercher un bidon d'essence avant de se diriger vers une forêt, avec le but avoué de le torturer, de lui mettre le feu. Heureusement, le prisonnier réussit par miracle à s'échapper. Il a donc la vie sauve. Valeurs Actuelles a repris l'info. Quand Lajli, réalisateur des Misérables, était condamné pour enlèvement et séquestration. Et ça nous a valu un décodage de Check News qui note qu'il n'y a pas eu de condamnation pour violence, mais pour enlèvement et séquestration, et qu'il n'a pas été question de tentative de meurtre. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que je ne vois pas comment un enlèvement et une séquestration peuvent se faire sans violence. Parce qu'a priori, celui qui est séquestré, il n'est pas d'accord. Surtout qu'il a pris des coups, mais sans violence. Des coups. Bon, alors là, enfin bref, enlèvement, séquestration, c'est quand même pas rien. Voilà. Ouais. Mais Check News, là, fait preuve d'un biais idéologique assez colossal, quand même. Oui, alors d'un autre côté, il confirme quand même que c'est vrai. Oui. Alors chaque fois, c'est toujours le chipotage. Oui. Hein, quand quelque chose est vrai, ce qui est souvent le cas, comme on ne veut pas tout à fait le dire, on chipote à la marge en disant voilà, ça n'a pas été tout à fait exactement ça. Voilà. Oui, c'est la fameuse chose, dans le titre, c'est faux. Dans le chapeau, c'est c'est peut-être pas si faux que ça. Et dans l'article, on se rend compte que finalement, c'est vrai. Quoi. Voilà, c'est les poupées russes, on peut dire. Et outre Check News, il y a pu avoir aussi des soutiens de la part d'autres médias, comme par exemple Télérama, qui titre « Lajli, le réalisateur des Misérables, victime de la France, rance ». Il faut croire que la réussite d'un gamin des cités d'origine africaine est intolérable aux yeux d'une certaine France. Causeur est qualifié de site réactionnaire et les journalistes déclarent « Lajli ne parle jamais de son séjour en prison et les journalistes avaient, jusqu'à présent, toujours respecté son silence ».
Ah ça, c'est fabuleux. Il savait quelque chose, il le taisait. Alors on dit, il ne parlait jamais de son séjour en prison, donc on n'en parlait pas. Et si quelqu'un ne parle pas de sa condamnation pour délit d'opinion, ce qui est quand même moins grave que la séquestration, est-ce que les journalistes n'en parlent pas? Ils en parlent. Bien sûr, Éric Zemmour, c'est toujours le polémiste condamné. La séquestration, c'est pas grave. Le délit d'opinion, ça, c'est grave. Voilà la philosophie de ces gens-là. Et on peut noter aussi Claude Askolovitch qui tweet « C'est par l'extrême droite et ses complices en inquisition qu'a été ranimée une vérité de Lajli qu'on avait oubliée chez nous dans le journalisme décent ou bienveillant. Mais dans notre décence, nous avons laissé la place aux vociférants. » Alors, derrière ça, il y a quand même une question de fond. Pourquoi, à chaque fois qu'entre guillemets, un jeune de cité émerge, dans le cinéma, dans le théâtre, dans le journalisme, dans la musique, il y a des antécédents délinquants quand même. Ah bah là, on est à deux doigts de la cour d'assises. Quand même, alors ça, c'est différentes formes de délinquance, mais toujours. Alors pourquoi Soit il n'y a que ça dans les cités, ce que je ne crois pas, soit ceux qui sont sélectionnés par le système sont sélectionnés parce qu'ils sont repérés comment? Ils sont repérés par ce qu'on appelle les médiateurs. Les médiateurs, c'est des gens qui sont financés par les mairies pour faire l'interface avec les bandes. Et donc, c'est les médiateurs qui, finalement, font la promotion de gens qui sont quand même aux marges de la légalité. Donc, il y a quand même un vrai souci. Il y a un vrai souci. Pour rebondir sur ce que vous dites, la personne avec qui Lajli a donc mené cette expédition punitive, eh bien, c'était un médiateur de cité. Donc, le médiateur, c'est pas très souvent le médiateur, pas toujours peut-être, mais dans la majorité des cas, le médiateur est un délinquant subventionné. Donc il a tous les avantages. Et puis il rabat des voix vers le maire, c'est ça l'essentiel. Ouais, c'est vrai que que le maire soit LR, communiste, socialiste, LRM, tout ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il rabatte les voix vers le maire. Alors on va parler de quelqu'un qui est subventionné, qui n'est pas médiateur, qui n'est pas de cité. C'est cette vidéo du service public France TV /, qui est un organe médiatique du service public, du youtubeur Bonjour Tristesse. Quand t'es blanc et que t'es un homme en plus, t'es très privilégié. Ouais. Privilégié par rapport à quasi tout. Le rapport aux institutions, donc, notamment à la police, le rapport au travail, parce qu'on est clairement les seuls à ne pas être discriminés au travail. Le rapport à la recherche de logement, où pareil, on est les seuls à ne pas être discriminés du tout. Mais voilà. Mais tu vois, t'es une daronne un peu âgée qui regarde que la télé, mais tu peux avoir l'impression que tu vas sortir dehors et que tu vas te faire tabasser gratos par des blancs, parce qu'on parle de toi en tant que musulman H24 à la télé, on te stigmatise alors que t'as rien fait de mal de ta vida. On est quand même, à mon avis, encore une majorité à comprendre que c'est des non-problèmes qui sont là pour dévier le regard des vraies problématiques de nos sociétés, qui sont quand même la pauvreté et le fait que notre modèle social est en train de s'effondrer, tu vois, qu'on mange pareil à l'hôpital et en prison, qu'on a plus de chances de se faire agresser aux urgences que soigner. Et je crois que voilà, j'espère qu'on est encore une majorité à comprendre que c'est des fausses pistes, quoi. Bon, alors là, on a typiquement le service public comme média de propagande avec les nouveaux formats, c'est-à-dire la petite séquence courte où on fait parler quelqu'un qui dit les vérités qu'il faut entendre. Alors, il nous parle de fausses pistes. À propos des problèmes d'immigration, en fait, ce n'est pas des fausses pistes, c'est des vraies pistes. Parce que les problèmes, les agressions aux urgences, c'est rarement les Dupont-Dupont, les Dupont-Durand, hein, les agressions. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas le cas majoritaire. Les gens qui continuent de toucher des droits sociaux, les multicentenaires qui continuent de toucher la retraite en Algérie, c'est pas non plus les Dupont-Durand, hein, voilà. Donc c'est aussi des vraies pistes, quoi. Mais si quelqu'un voulait évoquer une vraie piste, après tout, il pourrait y avoir un débat. Hein, vous pourriez débattre avec ce youtubeur. Ouais, là, il y aura un débat. Lui, il avance sa thèse, vous avancez la vôtre. Il y a un débat. Mais moi, je ne serais pas interrogé par France Slash. Donc là, le service public, votre redevance, voilà à quoi ça sert. Oui. Par contre, l'argent que vous donnez à TV Liberté, ça sert à vous réinformer. Il sera mieux employé, ça c'est certain. Donc on est en période de dons, donc effectivement, c'est le moment ou jamais de donner à TV Liberté pour contrecarrer la propagande du service public. Et il y a de quoi faire. Et avec des moyens qui sont de l'ordre de 1 à 1000 à peu près. Oui, c'est 4 milliards la redevance. Autre actualité, Jean-Yves, c'est ce viol à Grigny qui a eu lieu dans une cage d'escalier, qui a été filmé, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est cette... donc l'info a été largement reprise par les médias, mais ce qui est intéressant, c'est cette remarque d'Antoine sur Twitter. Imaginez que l'ignoble vidéo du viol de Grigny ait été filmée dans une école d'ingénieurs de commerce ou une prépa. Les néo-féministes auraient écrit des articles sur le sexisme systémique des écoles bourgeoises. Quand ça se passe en banlieue, c'est silence radio. Oui, alors, ce phénomène de viol de cave ou de cage d'escalier, c'est assez, dans les cités de l'immigration, c'est assez ancien. Ça émerge un peu aujourd'hui parce que les lascars, non seulement ne se contentent pas de commettre leur forfait, mais ils le filment et ils mettent la vidéo en ligne. Et évidemment, le crime, parce que le viol est un crime, le crime est connu. Voilà. Mais c'est pas nouveau, malheureusement. Par contre, c'est un peu plus connu grâce à la bêtise, finalement, ou à la vantardise de ces lascars. Et au fait qu'après, quand même, malgré tout, on le sait. Mais en tout cas, on ne voit pas ces articles qu'on voit partout fleurir. Après, si un élève de Saint-Cyr s'amuse à parler en mauvais termes des femmes en règle générale, ou s'il y avait une main aux fesses, à Côte-Quidan, on en entendrait parler pendant à longueur d'articles de féministes sur la question. Là, la culture du viol en banlieue... C'est quand même nettement plus grave que les dérives auxquelles vous faites allusion. Non, mais c'est incroyable de voir l'agenda médiatique, le silence, quand ça se passe en banlieue, silence radio. Voilà, mais c'est, de toute façon, la principale forme de désinformation, on l'a dit de nombreuses fois, c'est le double standard, c'est-à-dire l'occultation totale d'un côté, la montée en épingle de l'autre. Oui. C'est ça la principale forme de désinformation. Alors, une autre forme de désinformation pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, c'est cette séquence sondage sur LCI. Je vous laisse regarder l'extrait tout de suite. Ce nouveau sondage du Journal du Dimanche à paraître demain. Soutien à la grève, 31%. Opposé à la grève, 19%. Hostile à la grève, 15%. Il y a donc une forme de graduation entre l'opposition et l'hostilité. Si vous calculez bien, si vous êtes bon en maths, ça ne fait que 65%. Ça veut dire qu'il y a disons, un marais de 35% qui ne commentent pas vraiment. Alors effectivement, quand on totalise, on voit 19 et 15, ça fait 34. 34, c'est plus que 31, donc il y a plus d'opposition que de soutien. Le seul problème de ces chiffres, c'est qu'il n'y a pas 100%. Alors on se demande où est passé le reste. Le reste, passé muscade. Le reste, c'est l'indifférence. Bon, l'indifférence, 15%, ils sont de côté. Mais c'est aussi la sympathie, 20%. Or, la sympathie plus le soutien, ça fait 51%. Donc, c'est plus que l'opposition et l'hostilité, 34%. Donc là, il y a vraiment une inversion totale du sondage. Ils avaient omis en passant la première fois. Alors, ça peut être une erreur, d'ailleurs. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, bon, voilà. Mais c'est quand même... je veux dire, c'est une erreur, mais c'est grossier, quoi. Parce que le type qui présente, il doit tout de suite se poser la question, mais... Attention, on voit on n'arrive pas à 100%, quoi. On arrive à 65%. On voit que dans l'extrait, il dit oui, finalement, il y a 35% de personnes qui ne se prononcent pas, et on voit qu'il sent que c'est un peu étrange. Voilà, oui. En tout cas, c'est souvent dans un sens les erreurs. Bon, là, ça a l'air d'être une erreur honnête, mais... oui, si on peut dire, oui. Il y en a plus d'une qui ne l'est pas. Passons au deuxième sujet, colonisation, retraite, Macron sur tous les fronts, ou presque. Emmanuel Macron était dans l'actualité pour deux choses cette semaine. Tout d'abord parce qu'il aurait annoncé qu'il renonçait à sa retraite présidentielle. C'est en tout cas ce que nous indique Le Parisien. Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président, ou encore RTL. Il ne touchera pas la pension mensuelle dévolue aux chefs d'État, aux anciens chefs d'État. Alors Jean-Yves, c'est assez intéressant ce que nous annonce Le Parisien et RTL. Oui, c'est intéressant et c'est faux. Parce que ce que touche l'ancien chef d'État, ce n'est pas une retraite, c'est une indemnité d'après-fonction. Pourquoi une indemnité d'après-fonction ? Eh bien, ça a été créé d'ailleurs sous la 4e République pour assurer l'indépendance du chef d'État, même ayant quitté ses fonctions. Alors là, Macron nous dit qu'il abandonne ses 6 000 euros. Il abandonne ses 6 000 euros, ça veut dire qu'il aura d'autres moyens de vivre. Alors, il annonce, et c'est là aussi où le titre est faux, c'est qu'il annonce un alignement sur la retraite générale aussi. Oui. Donc il ne renonce pas à toute retraite. Non, la retraite générale, je veux dire, Macron, il va avoir une retraite, j'espère, rapide, à 40 ans, ou 42 ans, au pire, 47 ans. Moi, je préférerais qu'après, il vive de son indemnité payée par les contribuables que de l'argent
qui sera beaucoup plus important, qui gagnera auprès des grandes entreprises auxquelles il aura peut-être rendu des services pendant qu'il était en fonction. Voilà. Et vous savez, le problème des indemnités, c'est posé par les Grecs. On a parlé des Grecs avec Boris Johnson qui citait l'Iliade. Eh bien, dans les textes sur la démocratie en Grèce, il y avait toute la question des indemnités. Et les Grecs savaient qu'il fallait mieux indemniser correctement les élus, précisément, pour qu'ils soient, les élus, enfin ceux qui exerçaient des mandats, pour qu'ils soient indépendants. Et à chaque fois qu'on dit j'abandonne ce que me donne l'État, si c'est pour ensuite travailler pour des grands hôtels ou être logé par un chef d'État étranger, c'est pas satisfaisant du tout. Bon, il n'empêche... Et cette critique a été assez peu faite par les médias, qu'on dit formidable, il abandonne, voilà. Le Parisien... C'est des économies qui coûteront cher. Le Dauphiné a fait quand même une belle une. Macron veut donner l'exemple, on le voit. Il veut donner l'exemple, oui, j'abandonne 6 000 € en échange de 60 000 ou 600 000 €, quoi, c'est à peu près ça. Non, mais c'est sûr qu'un exemple, il y a beaucoup de gens qui pourraient être tentés de le suivre. Alors, autre actualité médiatique liée à Emmanuel Macron, c'est évidemment sa déclaration sur la colonisation lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. Pour Emmanuel Macron, note Le Monde, le colonialisme a été une erreur profonde, une faute de la République. Alors des propos qui rappellent évidemment ceux tenus lors d'une visite en Algérie en 2017, lors de la campagne présidentielle, par lesquels il avait comparé la colonisation à un crime contre l'humanité. Jean-Yves, on voit donc que, alors, il y a eu un traitement médiatique de cette déclaration neutre pour une déclaration qui ne l'était pas du tout. C'est une déclaration de repentance, comme on en a connu beaucoup. C'est un contresens historique parce que la colonisation, c'est pas la République. D'abord, ça a commencé avant la République. Ensuite, ça a touché l'Angleterre, ça a touché l'Allemagne, tous les grands pays, ça a touché la Belgique. Tous les grands pays ont colonisé à un moment ou l'autre. C'était tout simplement un phénomène. C'était la mondialisation de l'époque. Donc, c'est même un contresens historique. L'empire arabo-musulman a colonisé. Enfin, c'est pas propre à l'Europe en plus. C'est pas propre à l'Europe. C'est une phase. Ouais. La colonisation européenne du monde, c'est une phase historique. Voilà. Et alors, l'histoire, ça n'est ni bien ni mal. C'est tout simplement. Voilà. Et puis, la repentance, moi je veux bien. Enfin, en 1900, il y avait 100 millions d'Africains. En 1960, là on est en plein dans la période coloniale, anglaise, britannique, etc. Française, britannique, voilà. 350 millions. Donc c'était pas si mal. Et depuis, avec tous les progrès que les Européens ont apportés, 1,4 milliard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez un Africain qui se plaint de la colonisation, vous voyez 10 Africains ou 12 Africains qui se plaignent de la colonisation, il y en a 11 sur 12 qui ne seraient pas là pour en parler s'il n'y avait pas eu la colonisation. Alors ça va bien la repentance. Heureusement qu'il y a eu quand même quelques articles qui ont mis les choses au point. Il y a eu une critique notamment dans le Figaro Vox de Jean Sévilla. Emmanuel Macron a une lecture anachronique de la colonisation, qui était un article, qui est un excellent texte. Oui, il y a quand même de bons textes. Il y a eu un texte dans Causeur aussi. Oui. Il y a eu des sorties dans Valeurs. Enfin, oui, avec notamment Valeurs qui s'amusait. Alors, ils ont repris les déclarations de Bruno Retailleau, qui était critique de Macron, on s'y attendait. Et une autre, plus étonnante, celle d'un candidat à la mairie de Saint-Denis, Alexandre Benalla, qui défendait la colonisation sur Twitter. Il est assez chaud, Benalla. Ouais, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais... Et pour clore un petit peu ce sujet, ce tweet de Gabriel Robin qui reprend un peu ce que vous disiez, en parlant de la colonisation. Moment historique rendu inéluctable dès le cliquet des grandes découvertes enclenchées à la Renaissance. C'est idiot de chercher à savoir si ce fut bénéfique ou pas. C'est un fait, un événement. Et excellent tweet, très, très synthétique et qui va à l'essentiel. Alors, Jean-Yves, Emmanuel Macron a donc été au centre un peu de l'actualité médiatique, comme à son habitude. Sauf que depuis quelques jours, on n'entend plus trop parler de lui. Et notamment, on n'a pas entendu parler de lui ce 25 décembre. Et c'est un silence qui a un peu gêné. Oui, alors parce que beaucoup de chefs d'État ont souhaité un bon Noël aux chrétiens, notamment Trump, Boris Johnson, beaucoup d'autres, même les Iraniens. Oui. Voilà, même les Iraniens, bon, quand même. Donc, Macron avait fait des tweets, je crois, l'année dernière et l'année d'avant. Et là, silence radio. Mmh. Et c'est pas un oubli, évidemment. C'est pas un oubli. C'est un acte délibéré.
C'est un acte délibéré. D'autant plus qu'il a salué la fin du jeûne du Ramadan en d'autres périodes l'année dernière. Voilà. Donc, voilà, c'est le double standard là aussi. Et je crois qu'on voit dans tout ça, il y a une cohérence. C'est-à-dire que quand Macron oublie de souhaiter un joyeux Noël, joyeuse fête aux Français, quand Macron sape la base de l'indépendance du président de la République après son mandat, et donc s'il la sape après, il la sape pendant, quand Macron fait la repentance coloniale, il est cohérent, il est dans la déconstruction, il est dans la démolition. Macron, c'est déconstructeur, Macron, c'est démoliteur. Et il fait ça de manière cohérente, il avance. Et il est en cohérence aussi avec les médias, parce que les médias, à part le Figaro, Valeurs Actuelles, Causeur, ils ne trouvent rien à redire à la déclaration sur la repentance. Et puis ils ont mis leur petite couche sur les fêtes de Noël, qui était vraiment un truc à passer par pertes et profits. Donc effectivement, il y a une cohérence politico-médiatique visant à la déconstruction. Déconstruction, démolition. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, émission spéciale, préenregistrée ce 27 décembre, qui permettra de revenir sur l'actualité médiatique de l'année 2019 et aussi sur ce qui nous attend en 2020. Et Jean-Yves, il n'y aura pas que vous sur le plateau, puisqu'il y aura également Claude Cholet, président de l'Observatoire du journalisme, qui sera avec nous pour décrypter l'actualité passée et à venir 2019-2020. Donc ça va être une émission au format spécial. Format spécial, donc on ne commentera pas les incendies de voitures de la Saint-Sylvestre, parce qu'on n'aura pas les éléments pour le faire, mais on le commentera la semaine d'après. En tout cas, nous assurons la continuité du service public de la réinformation entre Noël et le jour de l'an, et immédiatement après le jour de l'an. C'est notre manière à nous de passer les fêtes. Bon, on les passe aussi, les fêtes, bien sûr, mais on assure la continuité du service public de réinformation. Très bien, Jean-Yves. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.